Hep, Yorana, Loïc. Hop. Hop. Tchouya. Ouya. Allez, let's go. Ben, Yorana, Loïc. Donc, est-ce que je te présente en tant que Hajime Lolo ou en tant que Loïc? Tu peux commencer par Loïc, après on peut parler un peu de Hajime Lolo. Ok. Ben, du coup, on va essayer de ne pas écraser les petits. Petits copains. Alors, du coup, ouais, Yorana, Loïc. Yorana. Ben, présente-toi un peu ton prénom, d'où tu viens. Bah écoute, je viens de Tahiti, hein, Ouais. comme toi, on est des Tahitiens de Paris. Ça va faire 10 ans que je suis en France. Donc j'ai fait 1 an à Montpellier d'abord, ensuite 1 an à Bordeaux et puis là 8 ans à Paris quasiment. Et je suis venu pour les études. Hein. À la base j'ai fait un BTS Commerce International à Tahiti, à la CCISM. Et ensuite j'ai été accepté à STAPS à Montpellier. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé mes études. Et puis le master à Bordeaux en management du sport. Et puis après une année de césure à Paris pour le boulot. Et ensuite à Paris, terminer le master en management du sport. Et là il y a une Ouais. bon, ouais, donc master 2 à Paris. Et puis après j'ai commencé, donc j'étais en alternance là. C'est là que j'ai commencé le boulot. Sérieusement. Et puis après en fait je travaille toujours dans une agence de presse qui s'appelle l'AFP, l'agence France Presse. Enfin voilà, en tout cas on vend de l'actualité, il y a des journalistes partout dans le monde et nous on couvre ça et on fait en sorte de vendre cette actualité-là aux médias. Et là en ce moment je travaille à la coordination marketing pour l'Afrique, pour l'AFP, l'agence France Presse à la région Afrique. Et donc voilà, hein, il y a... Ouais, quand même un parcours chargé quand même. Ouais, voilà, de toute façon, hein, on est là pour ça. Hein. Ouais. Gagner en expérience et puis... Est-ce qu'un jour tu as envie de retourner à Tahiti avec toute cette expérience? C'est ça, le but, c'est un jour de rentrer à Tahiti. Donc là, ça se profile un petit peu plus, peut-être pour 2026. Ah ouais. À voir. De toute façon, on y va feeling, mais on prépare en tout cas le retour petit à petit. Et oui, non, avec de toute façon une envie de créer quelque chose à Tahiti, de projet professionnel, projet perso, puis tout simplement de rentrer au Fénois. Ouais. Parce que ça fait quand même je suis arrivé en France en 2015, j'ai attendu bien 4 ans. J'ai attendu 4 ans pour rentrer à Tahiti la première fois, ouais. T'es rentré combien de temps? Rentré 1 mois. 1 mois. Et ensuite j'ai attendu encore 3 ans pour rentrer 1 mois. Ah ouais. Et après c'est là que j'ai commencé à rentrer tous les ans depuis 3 ans. Ok. Enfin là je rentre pour la 3e fois depuis 3 ans. Ouais, genre en 10 ans, t'es peut-être allé 5-6 mois à Tahiti quoi. En 10 ans Même pas. Même pas, Non, même moins. En 10 ans je suis rentré 2 mois et demi. 2 mois et demi, ah ouais. 2 mois. Et tu sens pas un manque? Bah si, justement. Si. Voilà. Vas-y. Le truc c'est quoi, au bout de 4 ans sans rentrer, ça fait vraiment bizarre, on se sent un peu déraciné de Tahiti. Ouais. On n'oublie pas, mais on sait d'où on vient. Mais ça manque vraiment, quoi. La nature, la mer, le soleil, les copains, les gens surtout. Ouais, l'ambiance, le rien à mood. voir, avec la France, la métropole, hein, c'est carrément différent quoi. C'est chaleureux, c'est un grand village. Est-ce que tu sens que ça t'a changé un peu? Ah oui, c'est sûr, hein. Ça a clairement changé. On a acquis de l'expérience, on est plus sûr de soi, on est plus mature aussi. Ouais. Parce que bon, ici on doit se battre, hein, pour avoir ce qu'on veut. C'est sûr. Pas que à Tahiti on doit pas se battre aussi, mais ouais. Partout on doit se battre, mais encore plus ici parce que tu es vraiment tout seul, il n'y a pas la famille. Ouais. Il y a moins d'amis en tout cas.
À Tahiti, enfin, à Paris en tout cas, on n'est pas beaucoup. Bah ouais, et du coup on a moins de réseaux aussi ici, on n'est pas... Ouais, on a moins de réseaux. À Tahiti, Voilà. on a tout, notre On famille, peut pas, a on tout... peut pas rentrer voir papa, maman le week-end, quoi. Ouais, Là, tous ceux qui sont ici peuvent y aller. Même j'ai des copains marocains, là, quand ils rentrent en week-end, leur billet c'est 50 €. 50 €, c'est à 2 heures de vol ou 3 heures. Nous, il faut vraiment mettre le pactole pour rentrer, entre 1005 et 2003. Ouais, et un jour de vol, Tu perds 2 jours sur le vol et tu fais un mois, max. plus le décalage horaire. Voilà. Donc, Ouais, c'est Pas donné, pas facile quoi. C'est un sacrifice quand même de venir ici, c'est pas... bah, non, c'est sûr, mais bon, ça forge quoi. Ça forge le forge. mental, ça forge l'expérience. On se fait des copains, des copines, on se découvre et puis on a des projets en tête, on découvre des nouvelles choses. Ouais, Donc on a des idées et puis c'est ça quoi. On baigne dans un environnement qui fait qu'on a envie d'évoluer, quoi. ouais, C'est ça. ok. Bah, du coup, on peut... Bah, en ce moment, enfin, je vois que c'est quand même une grande tendance de courir, de faire du sport. Bah, sur les réseaux sociaux, tu vois, on voit... Il y a qui? Il y a Thibaut Inchep aussi qui a fait le marathon, non? Ouais. Il y a Thibaut Inchep, bah, à Tahiti, il y a Kowalu qui a fait aussi un semi-marathon. Ouais. Et en ce moment, Ouais, bah, j'ai l'impression que il y a beaucoup de monde qui veulent se lancer dans le sport et surtout dans la course. Et toi, Ouais. comment tu expliques ça, toi? Bah, moi je trouve que c'est parce que les gens ils ont un peu envie de se retrouver eux-mêmes, se reconnecter au réel, faire en sorte d'être moins dans le virtuel. Ouais, Et ben ça passe par le moyen le plus simple, c'est sortir de chez soi. Et donc un des moyens le plus simples c'est faire du sport aussi. Donc après ça passe par plein de sports. ouais, Le sport le plus simple bah, c'est la course, courir. le running. Prends tes chaussures, des bonnes chaussures et puis tu commences à courir. Ouais. T'as pas besoin d'abonnement pour aller à une salle, quoi. Ah, ouais, c'est ça. Après, il faut une envie, mais je trouve que les envies, en tout cas des gens en ce moment, vu dans le monde dans lequel on vit, on a une envie un peu d'oublier tous les problèmes qui tournent autour. Ouais, Et donc, pour moi, ça passe par le sport. Une envie de se découvrir, de voir un peu ce qu'on vaut et éviter un peu tous ces tracas de la société. Voilà, profiter de la vie tout simplement, quoi. ouais. Et quand tu te dis que tu vas courir 40 km et te dire que bah, tu te lances dans ce projet-là, ça... Comment Ouais, tu te poses cette question? ça vient petit à petit en vrai. Ouais, Bah là, on peut commencer à parler de Hajime et Lolo si tu veux. ouais. Hajime et Lolo, c'est un projet, c'est un projet, c'est un grand mot, hein, mais c'est juste un compte Instagram que j'ai créé pour documenter l'expérience du sport que je fais. Mm. Vu que ça fait un petit moment, moi j'ai commencé avec le karaté, hein, Ouais. un sport de combat comme toi, quand j'avais 4 ans. Est-ce que tu peux nous dire si tu as eu un palmarès ou Ouais, alors du karaté? donc j'ai commencé à 4 ans, j'en ai fait pendant 15 ans, jusqu'à mes 20 ans, et donc j'ai fait pas mal de championnats de Polynésie, Mm. où on combattait, alors je faisais plus du kumité, c'est le combat, Ouais, et aussi un peu de kata, c'est la Corée, de combat. Mm. Et bref, le kumité, j'ai pu faire donc championnat de Polynésie, donc j'ai fait champion de Polynésie plusieurs fois. Peut-être 4 fois. Et quand tu fais champion de Polynésie, tu as le droit d'aller directement au championnat de France. Oui. Donc à Paris, au stade de Coubertin, souvent que ça se passe. ouais. Et ça, c'était une grosse expérience aussi. Donc ouais, championnat de France, j'ai pu faire une fois 3e. Ok, bah, c'est pas mal. Pas 3e de France, donc c'était en 2009, catégorie minime, donc ça fait un petit moment. Avec quel âge? Je devais avoir 16 ans, je crois. Ok. Quelque chose comme ça. Ouais, adolescent, quoi. Ouais, c'était l'adolescence. T'as pas fait un petit boost de popularité quand t'es revenu à Tahiti? Pas plus que ça? Non, pas plus que ça, hein, je pense. Ouais, justement, tu vois, pour dire qu'avant, le sport, c'était pas si... Alors qu'aujourd'hui, tu vois, les gens, quand tu fais du sport, t'as l'impression que t'es idolâtré, alors qu'avant, tu vois, on s'en foutait, tu vois. Tu pouvais avoir une petite médaille, bon, bah, c'est bon, elle a fait ça aussi. Hein. Ouais, je pense que c'est plus aussi là, par rapport à la communication que t'en fais. Là, des combats d'avant, j'ai aucune vidéo. Ouais. Ah oui, aujourd'hui, c'est plus... Ici, c'est facile, tu sors le téléphone de ta poche, tu peux faire des... par rapport à la communication Ouais. que t'en fais.
Ouais, avant tu pouvais faire, bon après forcément. Ouais, en 2009, il n'y a Si pas. tu fais un gros championnat, si tu fais champion de France, tu peux peut-être tu peux sortir du lot. Ouais, Mais troisième de France, je sais pas si s'il y a un article dans la ouais. Mais comme tu dis, ouais, avant, il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas. En 2009, tu vois, il n'y avait pas. Pour moi, c'est ça qui a tout changé, quoi. Ouais, aujourd'hui, tu peux mettre ton contenu sur Insta, sur une vidéo et ça peut pop, quoi. Ça peut. Ouais. Donc ouais, je pense que ça vient de là. Ouais, Peu importe les palmarès. Ouais, et puis bah quoi, je disais par rapport à ta question là, sur le marathon, désolé, ouais, il n'y a pas de souci. Je blague un peu. Ouais, c'est que à la base, donc donc, courais beaucoup pour le karaté déjà. ouais, Après, j'ai plus beaucoup couru bien pendant 4-5 ans, je pense, depuis que je suis en France. Je ne courais plus. Je faisais juste un peu de street workout, un peu de crossfit par-ci par-là. Voilà. Et là, je me suis remis à la course en novembre 2023. ouais. Et ça a commencé avec une course de 16 km. C'était le Paris-Versailles. Et il y a 16 km avec un petit dénivelé quand même pour aller jusqu'à la salle. Et non, juste l'ambiance en fait de la compétition, ça m'avait manqué. Et le fait de participer à une course, vraiment l'ambiance d'une course, ça change, quoi. Il y a un truc qui se passe. T'as envie d'aller courir, t'as envie de te donner. Et je pense que le déclic il est venu de là. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, j'arrive à courir 16 km. Je vais essayer de faire 20. Et puis j'ai pas réussi 20 tout de suite parce que je me suis bien foiré sur 2 fois je me suis arrêté à 19. Ouais. Parce que j'en pouvais plus, je savais pas comment gérer ma course, j'allais trop vite au début et puis après j'étais claqué la fin. Bah, du coup après tu apprends plein de choses sur la gestion de ton effort, sur la nutrition, sur l'eau, l'hydratation. Comme quoi, ça se prépare, quoi. C'est ça se pas. prépare. Tu veux pas aller du jour au lendemain faire un Non, 21 ou. Non, c'est clair. Faut se préparer, c'est du volume, faire s'entraîner quoi. Hein, Ouais. comme dans tout. Bah ouais. Mais c'est vrai, c'est petit à petit quoi. Donc du coup, toi, ouais, t'as fait 16 après 21. 16 et puis après c'est passé par un semi. Après je suis retourné par un 10 km pour tester la rapidité. Ouais. Et j'ai refait aussi un 20K, les 24 Paris. Et là, j'ai fait un premier marathon en novembre 2024. Ok. Donc ça, c'était une première expérience assez dingue, mais hyper éprouvante parce que voilà, encore la gestion était mauvaise. Ouais. L'expérience n'était pas là. Et donc sur les 30 premiers kilomètres, je suis à 5,05 de minutes au kilomètre, max 5,10. Et au 30e, j'ai explosé, j'étais dans les 6,30 km. Ouais. Et là, en fait, ça devient que mental. Et mentalement, c'est chaud parce qu'il faut tenir 12 km juste avec les jambes. T'as plus du tout d'énergie, t'as plus de sucre en toi. Les ravitaux sont tous les 3 km. Donc il faut avoir de l'eau tous les 3 km. Ouais. Donc t'en peux plus, t'as soif, t'as faim. Et tu termines difficilement les 42. Tu vas avec le mental, mais je ne me suis pas arrêté une seule fois. Je m'étais dit, je veux faire mon premier marathon sans m'arrêter. Ouais, c'était un objectif. Un objectif. Terminer, si possible, en dessous des 3h45, j'ai fait 3h50. Et voilà. Mais bonne expérience. Je dis plus jamais, sauf que je m'étais déjà inscrit au marathon de Paris en avril. Ah ouais, en avril. Donc bon, vu que j'étais déjà inscrit, je ne dis plus jamais, mais en fait, en avril. Ouais, t'as été piqué un peu par le marathon. Ouais. Ouais, c'était surtout je voulais prendre un peu ma revanche. Ok, ouais. Parce que je me dis, je vais quoi. pas finir dans mon PLS. Ouais. Et là, le marathon de Paris en avril, ça s'est super bien passé parce que j'ai géré mon allure. J'étais à entre 5,15 et 5,20 les 30 premiers kilomètres. Les 35 premiers kilomètres et les 7 derniers kilomètres, j'ai réussi à accélérer. Parce que je voyais le drapeau des 3h45, donc je me suis mis à leur niveau. Et puis j'ai pu dépasser, même gagner 3 minutes sur le drapeau. Au final, t'as fini en combien? J'ai fait 3h43. 3h43. J'ai gagné 7 minutes en 4-5 mois d'entraînement, plutôt bancal vu que j'avais, si vous suivez Hajime, vous voyez que j'ai beaucoup de bobos, Ouais. donc pédiostite, essuie-glace.
Est-ce que ça c'est par rapport au fait que tu as couru beaucoup, enfin quand tu as fait les marathons ou tu avais déjà des petits bobos? Non, c'est parce que justement, en fait, c'est là encore que tu apprends, tu gagnes une expérience, c'est que tu fais des bêtises. Ouais, Tu vas courir trop de volume pour peu de renforcement dans tes jambes. ok. Tes jambes ne sont pas habituées à prendre ce volume. Mm. Et des fois, bah, ça passe. Donc là, c'était passé l'essuie-glace. Ouais, Et là, tu es content de ne plus avoir l'essuie-glace parce que ça fait 3 mois que tu te trimbales. Et au final, j'étais tellement content que je suis parti faire une séance de fractionné. ouais, Et là, du coup, au lieu de faire 5 sprints, je faisais 10 sprints. Et voilà, ça n'a pas raté. Il y a des périostites qui sont revenus. Donc, périostite, c'est c'est la membrane qui est autour du tibia. Et avec les chocs, ben, cette membrane-là, elle se détache un peu. ouais, Et donc, ce qui fait que tu as mal, quoi. ok. Ah ouais. Enfin, bah, du coup, voilà, tout ça, c'est technique, mais tu apprends. Du coup, c'est un process que tu apprends. Ouais, au fur et à mesure, tu... 1 an et demi, presque 2 ans que je fais le petit. Ok. Ouais, c'est toutes ces petites choses qui sont intéressantes et qui te donnent envie de continuer, quoi. Parce Ouais, que tu découvres des choses sur ton corps, comment tu peux gérer ton effort, et que tu te dis, bon, ben, un marathon c'est passé, c'est quoi l'étape suivante, quoi. de refaire un marathon, mais plus vite. Non. Bah, ça, ouais, mais là, en fait, je me suis inscrit à 2 trails cette Ok. année. Il y a un trail de 44 km en août, Ouais. à La Plagne, dans les Alpes, avec 2100 mètres de dénivelé positif. Ah ouais. Et un autre à Aise, donc près de Nice, de 54 km avec pareil 2100 de dénivelé positif. Ok. Ça, c'est les 2 prochains goals, août et septembre. Et avant ça, là, je rentre justement à Tahiti dans 2 semaines maintenant. Donc c'est ça. Ah ouais, là, c'est bientôt. Content. Ouais. Et je vais essayer, si je rentre pour l'anniversaire de ma grand-mère, c'est 80 ans, Ok. donc qui est à Huahine. Elle habite là-bas et donc je vais essayer de faire le tour de Huahine. Et je me suis fait le parcours déjà là sur l'application Strava, ça fait à peu près 60 km 60 km. avec 400 mètres de dénivelé. Ok. Pas grand-chose. Ah ouais. Donc on va essayer de le faire, là il n'y a pas de temps ou quoi, je vais juste, Ouais, laisser juste le terminer. fini. Est-ce que tu as fait une petite promo juste avant d'arriver, dire ah, les gars, suivez-moi, je vais faire un petit. Ah bah, en tout cas je vais documenter ça comme je le Ouais. fais là sur Hajime. Je vais faire des vidéos, je vais faire des stories. Après promo, pas forcément, il n'y a déjà pas grand monde qui est sur Huahine. J'en ai Ouais. proposé à quelques-uns de venir. Genre de t'aider, je sais pas moi, 1 Bah, kilomètre. de Ouais. venir, de courir sur quelques kilomètres, peu importe. Ouais. Et soutenir, mais bon, voilà, faut aller sur Huahine, Oui. telle date. Donc là, c'est plus en solo, je le fais. Ouais. Après, j'aurai mon petit frère et mon père qui seront là. Ça, c'est plus un objectif personnel Ouais, c'est plus pour moi. pour toi, ouais. Bah ça, en fait, je l'avais déjà fait aussi. J'avais essayé de faire le tour de Huahine là en août dernier. Mm. Sauf que pareil, je m'étais cramé. Déjà, j'étais parti trop tôt, Ok. trop tard. Ouais. Donc à 8h30, 9h, ouais 8h30. Parce que là il faisait déjà trop chaud. Et j'avais pas beaucoup j'avais peut-être 1,5 litre, 2 litres sur moi d'eau. Et au bout de 20K, j'étais déjà cramé, je fumais de partout, je sautais dans la mer dès que je pouvais, parce que j'étais trop en surchauffe. Ouais. Et au bout de 30K, bah pareil, j'ai explosé, j'en pouvais plus. Enfin, c'est pas que j'en pouvais plus, mais c'est juste que j'ai arrêté, j'avais plus rien sur moi. Ma mère elle est venue faire le ravito avec moi en vélo. Ok. Elle avait à bouffer, elle avait à boire, mais on avait épuisé tout ce qu'elle avait déjà fait. Donc j'avais plus rien à manger, plus rien à boire, donc à 30, on a décidé d'arrêter. Fin de film. Mais elle m'a quand même passé le vélo, parce qu'elle on est venu la chercher en voiture, elle m'a passé le vélo, elle a dit allez, toi tu rentres. Ok. Et j'avais un bon encore 20 minutes de vélo à faire. Ouais. T'avais les gens pour finir ou Ouais, ça a non, été va. compliqué? Le vélo en vrai c'est cool, c'est carrément Ouais, souple, ça fait pas mal aux jambes, Ouais. pas traumatisant. C'est pas traumatisant. Et, donc voilà, c'est mes petits projets sportifs de l'année, quoi. Franchement, c'est cool, hein. Même Ouais. pour un humain normal, déjà, courir 10 à 20 km, c'est déjà beaucoup. Ouais, bah, je croyais pas non plus hein, que j'allais pu faire Autant. kilomètres, 30, 40. Après, il y a aussi certaines morphologies qui. Toi, tu fais combien de kilos en général? Ouais, là je suis à 80 kg. 80 kilos? Pile. Et encore, toi, je pense que t'es pas encore dans les morphologies vraiment qui sont adaptées.
Ouais, des ouais. longs trucs, mais tu Ouais. essaies quand même de tenir, tu vois. Ouais. Parce qu'en général, tu vois, ceux qui sont très fins, qui sont les 60 kg, 66, bon, eux, ils performent. Ouais. À 80 kg, ben, c'est déjà, tu dois déjà porter tout ça, quoi. C'est clair. Je vois souvent là, depuis plus de ouais, c'est même un peu plus d'1 an là, les sportifs hybrides Ouais, sur Insta, mais bon en fait c'est juste que c'est des gars qui. Alors on est fort, on n'est pas fort en un sport, on est nul en tout. ouais. On est médiocre en plein de sports. Vous êtes médium dans plein de. Voilà. Mais c'est marrant, du coup on a plein de sports qu'on fait depuis qu'on est tout petit Ouais, et du coup bah, là on le pratique. Moi je fais là à côté, je fais aussi de l'escalade et un peu de muscu parce que j'ai découvert là il y a 1 an. Donc ouais muscu hein, la salle. Hein. Donc, Ouais. avant je portais 0 poids et je fais que du poids du corps. Et non escalade, gros projet ça surtout de l'escalade. On pourra y revenir, c'est 4. Mais ouais gros projet autour de l'escalade, c'est un sport que je pratique depuis 4-5 ans. ok. Et non, super sport parce que c'est vraiment complet. T'as le bas du corps, le haut du corps. Tu utilises quand même bien ton cerveau par rapport à comment positionner ton corps sur le mur. Pour trouver un peu de résoudre le problème pour réussir à finir la voie. La voie. Est-ce qu'on peut faire ça à Tahiti, de l'escalade? Est-ce que c'est faisable? Justement, c'est ça le projet. Bon, en nature, je pense pas qu'on puisse trop le faire. Ouais, il faut des Bon, bah, protections déjà, et tout. Ouais, déjà, faut le baudrier, en fait, faut surtout la montagne qui Ok. va avec. Là, Tahiti, c'est très humide, beaucoup de verdure. Ouais, Tu vas jamais accrocher, tu peux pas accrocher. c'est pas sec. Ouais, c'est pas sec. Alors que, bah, il y a Makatea, ils le font. Ouais, et j'ai les vu, murs, ouais. ils s'y prêtent, hein. Ça a l'air vraiment, Ouais. j'ai vraiment envie d'essayer, hein, ces 4. Mais non, le projet justement autour de l'escalade, c'est un jour rentrer à Tahiti pour pouvoir ouvrir cette salle d'escalade. Ok. Justement montrer aux jeunes que bah, ce sport il existe, ils le savent sûrement, mais en tout cas pour qu'ils le pratiquent et qu'ils comprennent ce que ça fait, Ouais. qu'ils comprennent la difficulté qu'il peut avoir et l'amusement aussi autour de comment résoudre ces problèmes. Du coup, ça pourrait être un de tes projets Ouais. si tu veux rentrer à Tahiti un jour. Bah, le projet à terme, c'est de faire ça, d'ouvrir ça à Tahiti. Ok. Ça prendra le temps que ça prendra et ça, c'est vraiment le projet. Ouais. Le principal. Bon, de toute façon, le but là, c'est de rentrer à Tahiti, on va déjà reprendre nos marques. Hein, Ouais. parce qu'on a jamais vraiment travaillé pour de vrai pendant 1-2 ans à Tahiti. Ouais. On va déjà reprendre nos marques. Voilà, ça prend du temps et puis trouver les bonnes personnes. Ouais, non, et l'escalade indoor, franchement, c'est. Enfin, moi, je l'ai découvert, ça fait 5 ans que je suis toujours accroché, j'y vais parce que des fois. Alors, j'en ai fait pendant bien 4 ans. Ouais. À fond, je faisais 4 fois par semaine. Et après, je commençais à être blessé au niveau des doigts. Et puis, Ouais. même, en plus, je le faisais tout seul, donc c'était pas non plus hyper intéressant. Puis, ça manquait un peu de compétition, ce challenge. Donc, Je viens voir, ouais. Tac, tac. ouais, l'escalade, quoi. Ok. Ok, On ok. pourra en reparler un peu plus si tu veux après. Et voilà pour le sujet Hajime au niveau autour du sport, c'est ça que ça représente. C'est surtout montrer que ça fait du bien au corps, ça fait du bien pour l'esprit. Et que faut se rendre compte de la chance qu'on a aussi, de la santé qu'on a. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde pourrait vouloir en faire, mais il y a des personnes qui peuvent pas. Dans mon entourage, j'ai vu il y a eu des personnes qui ont eu des gros accidents. Mm. Quand tu vois ça et tu te dis ok, on va peut-être profiter de la chance qu'on a d'avoir Ouais. 2 bras, 2 jambes, une tête. Ça te fait relativiser. Voilà, ça te fait relativiser et tu te dis ok, profitons de ça, quoi. Profitons de notre santé parce que voilà. Et puis même si tu n'as pas envie d'être trop amorphe quand tu as 70, 80, 80 ans, Mm. si tu veux être encore un peu en forme. Là j'en ai vu un au marathon, il y a un papy de 83 ans, même encore plus, il avait 93 ans.
Ah bref, il l'a terminé en... Celui-là, il l'a terminé en 6 heures, quelque chose comme ça, 5-6 heures. Ah ouais. Il y en avait un autre l'année dernière, il avait 81 ans, et il a fini en moins de 4 heures. Donc il a fait le même temps que nous, un petit jeune de 30 ans, quoi. Comme quoi, c'est dans la tête et physiquement, tu peux le faire jusqu'à longtemps en fait, si tu le fais régulièrement. C'est pas genre interdit, quoi. C'est pas impossible, quoi. Juste qu'il faut faire un petit peu, quoi. Un petit peu Ouais. de temps en temps. Et il faut se y a pas préparer. aussi Les gens qui font ça, ils font pas aussi genre du jour au lendemain, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Après, il faut un petit programme, il y a des applications qui existent pour ça, puis tu peux demander à des gens qui s'y connaissent. Mais c'est comme tout, hein, quand tu fais dans un club du sport, tu y vas 2-3 fois par semaine, tu apprends des choses. Et si tu aimes bien, tu continues jusqu'à ce que tu performes, tu kiffes ça jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, c'est good. Bon, vas-y, je vais commencer à poser ma carte. Du coup, tu es allé à quelle école déjà? Alors moi j'ai commencé tout petit, j'étais à Notre-Dame, vers Faha. Et ensuite je suis passé à Saint-Hilaire. Et Saint-Hilaire, ensuite l'amener direct. Voilà. Ok. Et non, ouais, Saint-Hilaire, ouais, vas-y. Du coup, quand tu étais à Saint-Hilaire, est-ce que toi tu te considères comme demi ou? Ouais, c'est ça l'avantage par rapport à Tahiti, c'est qu'il y a un mélange, il n'y a pas vraiment de distinction. Bon, même je suppose peut-être ici, mais un peu moins maintenant en France. Mais en tout cas, je me sentais comme les autres enfants. Hein. Je n'étais ni demi, ni tahitien full, ni frani. Donc non, tout se passait bien. Il n'y avait pas de différence en tout cas. Ouais, t'as pas eu de soucis? Il n'y a pas eu de soucis. Non, franchement. Et puis l'esprit de l'école était super. Il y avait des fois, je me rappelle toujours, il y avait des grandes récréations de 2 heures quand il y avait une fête particulière. On allait jouer au billes dans la terre, ou on allait jouer au foot sur le grand terrain en bas. Non, franchement, Saint-Hilaire, pour moi, vu que je l'ai fait, en tout cas, j'ai bien aimé cette école parce que c'est hyper grand. On peut faire plein d'activités sportives, un grand préau, voilà, toutes ces choses-là. Parce qu'en plus, moi, à mon époque, Saint-Hilaire, ils étaient connus pour être forts en sport. Et ah ouais? À ton époque, ils étaient bons? Ah, je sais plus, mais ouais, je crois qu'il y avait quand même un bon niveau. Ouais. Il y avait après, il y avait peut-être l'infrastructure en tout cas, parce qu'il y avait le grand terrain en bas, il y avait le terrain de tennis, il y avait sur le même terrain de tennis, il y avait le terrain de basket. Au préau, pareil, il y avait, je sais qu'il y avait un petit bac aussi pour faire du saut en longueur dans le sable. Enfin, en vrai, c'était quand même assez bien développé en termes de sport, donc franchement, c'était top. Mais voilà, si c'est pas pour la question, pas de distinction, vraiment unis. Et ça qui était bien, c'est qu'il y avait des Français qui étaient super bien accueillis. Enfin voilà, il n'y avait vraiment pas de différence. Tout le monde était... Après peut-être, il y avait de temps en temps comment on dit ça, quand on t'embête, quoi. Ouais, des enfantillages, quoi. Ouais, voilà. Mais franchement, en tout cas personnellement, j'en ai pas beaucoup eu. Ouais. J'en ai quasiment pas eu. Il y a eu quelques pro frappes de temps en temps, mais c'était assez rare. Ouais. Une fois, je suis tombé dans les pommes parce qu'on m'a shooté un CM2, j'étais en CE1, peut-être on m'a shooté un ballon, je suis en train de jouer. Il y a un ballon de foot qui est arrivé en plein sur mon plexus. Je suis tombé dans les pommes. Et ça, du coup, je sais pas, je me suis réveillé, c'est quelqu'un qui m'a donné un petit coup de pied sur la tête, qui m'a dit hey, réveille-toi, c'est l'heure, là, c'est pas l'heure de faire la sieste. Je suis là, ok. Genre pas réveillé en douceur, quoi. Voilà. Donc c'est bien, c'est pas la dure ni trop facile. On va passer au collège. Ouais, collège. Est-ce que tu as des choses à dire quand tu étais au collège? C'était assez marrant justement le fait qu'il y a beaucoup de grandes écoles. Donc c'était quoi, Saint-Michel ou Sainte-Thérèse. Je me rappelle, on était sous le Grand Préau à l'amener en haut. Et il y avait plein de jeunes, enfin tout le monde, toutes les 6e, 5e, je crois que 6e ou 5e étaient rassemblés. Et tout le monde devait lever la main pour dire ok, alors qui viennent de Sainte-Thérèse, bam, il y avait 100 personnes. Qui viennent de Saint-Paul, boum, 80. Qui viennent de Saint-Hilaire, on était 4 à avoir levé la main. Donc ça, c'était assez drôle. Donc moi, j'ai bien aimé cette époque. Puis collège, je disais
Que bah, au niveau des notes, ça allait encore. Tout le collège, ça allait. J'étais pas ni un garçon très... Enfin, j'étais intelligent dans la moyenne, quoi. moyenne, J'avais des notes OK, mais j'étais pas un super bon élève avec des 16, 17, 18, des 20 sur 20, quoi. Ouais. Et après, ça a commencé à vraiment chuter. En seconde, j'ai failli redoubler, mais c'est passé. Et après, T'as fait une seconde quoi? c'était seconde quoi? Il y avait pas de distinction encore en seconde. Si, il y avait, comment ça s'appelle? Je sais que le premier c'était Sciences Po. C'était 95 toi, non? Ouais. Ah non, ton année à toi, je crois, ils avaient enlevé les distinctions. Ouais, ok. Bah, je crois, hein, parce que je me souviens ouais. pas, je me sens pas. Ouais, c'est qu'à partir de la première que Ouais. tu as choisi une spécialité. Donc seconde, j'ai failli redoubler. Ouais. Mais c'est passé. Première, c'est passé. Première, c'était quoi alors, première? Première ES. ES. Ouais. Ok. Et ensuite terminale ES aussi. Et là, c'était vraiment très très chaud parce que le premier trimestre, j'ai un peu honte de le dire, mais bon, j'assume. J'avais 7 de moyenne. Ouais. J'ai eu 7 de moyenne. C'était très chaud pour mes fesses. Comment tu expliques que tu avais 7? En vrai, je sais pas trop. Je sais pas, j'étais pas dans le bain. Ouais. Après, vraiment, déjà tout le collège, lycée, ça n'a jamais été mon fort. Comme je te dis, j'étais pas un élève turbulent ou quoi. Mais voilà, j'avais vraiment pas des bonnes notes. Je sais pas, ça a dû pencher sur peut-être les maths. Je sais que les maths, j'avais du mal. Peut-être la physique-chimie, ça. Enfin bref, en tout cas, j'avais ça. Et après le deuxième trimestre, je crois que j'ai rattrapé, j'avais eu 9. 9, ouais, 9. Et pour le bac, ça commençait à être compliqué. Mais c'est là que Manon est arrivée. Ma copine dans ce moment en tout cas. Et grâce à elle, en tout cas, je me suis bien entraîné. On s'est entraîné à réviser les cartes pour l'histoire-géographie, pour le français, pour les mathématiques. Et au final, au bac c'est passé. J'ai eu quasiment presque 13. Et donc, bonne remontée, hein, grosse remontada. Bah ouais, C'était vraiment cool. Grâce à elle aussi, bon grâce à moi aussi, mais je me souviens des fois j'allais chez elle, j'étais là, faut réviser et tout, et elle me laissait un coup, je révisais et après je commençais à m'endormir sur la table. Elle revenait, j'étais concentré de m'endormir sur mes cours. c'est la fin. Genre, c'était vraiment compliqué. Et je me rappelle aussi la veille du test sur l'histoire-géographie, il y avait donc au bac il y avait la carte sur l'Égypte ou sur l'Afrique, je sais plus, sur l'Égypte. Et cette carte-là, on l'avait révisée la veille. On s'était dit tel point, faut retenir. Et donc voilà, et c'est passé. Et j'étais trop content, quoi. Ouais, bah ouais. Et du coup, il y avait une petite part de chance aussi, quoi. Ouais. Tu avais révisé le bon truc, quoi. Ouais. Bon, mais voilà, en tout cas, scolarité moyenne moyenne, mais bien vécu quand même. Okay. Mais toujours assez. Je manquais de rigueur, je pense, manquais de suivi. Mais voilà, c'est passé et on est là. Hein. Bah ouais. Et du coup, quand tu es venu en France, t'as continué après le bac? T'as fait quoi comme étude après le bac? Ouais, alors après le bac, je savais pas trop quoi faire. J'avais fait des tests pour savoir quel métier était le mieux à faire. Normalement, je devais être comment ça s'appelle, puéricultrice, c'est ça? Ceux qui accouchent, ceux qui font accoucher voilà. Du coup, c'était ça qu'on t'avait proposé? Bah, à la base, c'était dans le test, en tout cas, le meilleur métier, le pourcentage le mieux, c'était puéricultrice. Ah ouais. Mais bon, bah, j'étais là, bah non, j'ai pas trop envie de faire ça, quoi. Je comprends pas. J'aimais bien le sport, j'aimais bien me dépenser, bref. Du coup, en fait, je suis passé sur le BTS Commerce International à la CCISM. Et bah ça s'est très bien passé, super classe, avec des bons potes et des bonnes copines. Et c'est d'ailleurs maintenant, bah c'est toujours les 2 premières années, hein, là où on reste amis pour toujours. Ouais. En tout cas, moi, je suis toujours hyper copain. À chaque fois que je rentre à Tahiti, je revois toujours les copains et copines de la classe. Donc, Ouais, super. T'as gardé le contact? Super époque. BTS plutôt... En tout cas, les matières, j'aimais mieux. Donc marketing, com, management, juridique, un peu forcément de l'import-export. Ça, c'était la matière la plus compliquée.
Et non, ouais, c'était assez cool parce que même des fois, alors bon, c'était pas tout le temps, hein, bien sûr, mais des fois, on pause de midi, on avait une grosse pause, bien peut-être 2-3 heures, et je me rappelle, on était allé surfer à l'embouchure. Ouais. Super soleil, on avait pris des baguettes, du pâté. On avait mangé après la session. Un pâté. Voilà, et on Classique. avait encore, on avait des buts, enfin pas des buts. Comment on dit quand t'es vers le soleil? Ils étaient cramés. Enfin. Ouais, on était cramés en tout cas, et on était rentré en cours. On avait dédicace à monsieur Trinkel. On était rentré en cours avec 20 minutes de retard. Il nous avait accepté. On avait encore les yeux rouges avec le soleil, des coups de soleil, limite du sable sur les savates. Et on était HS pendant le cours, mais voilà, on l'a fait, il était content. Nous, on était contents, lui, je crois pas, mais Ouais, lui, un peu moins. voilà, c'est des bons souvenirs, quoi. Ouais. Et c'était cool. C'est pour dire que ouais, à Tahiti, on a cette possibilité d'aller Voilà. à la mer quand il y a des Voilà. grandes pauses. Et... C'est ça. Et puis même le Profiter, test quoi. le samedi matin, tous les samedis matins, en tout cas la plupart, on avait des tests. Ouais. Bah, même après le test, on allait, bon après c'était le week-end, hein, on Ouais. allait surfer à Sapinus. C'était vraiment cool, quoi. Et je me rappelle, bah, pour l'anecdote aussi, c'est que maintenant, du coup, ma copine, celle qui m'a fait passer le bac, elle, en attendant, elle était en prépa école de commerce. Et elle charbonnait aussi. Et c'était très dur par rapport à moi. Il y avait un gros contraste en tout cas. Ouais. Elle charbonnait beaucoup, moi ça allait, et En j'allais mode surfer. chill, quoi. Donc, ouais. C'est une bonne époque pour moi et après époque moyenne pour elle. Mais voilà, à Tahiti, donc ça suffit. C'est très bien. Et du coup, après Tahiti, t'as fait quoi comme études? Ouais, alors après Tahiti, j'ai postulé. Alors j'étais assez motivé pour partir parce que tout le monde était prêt à partir. Et donc moi, je me suis motivé, j'ai postulé, j'ai envoyé mes candidatures dans plusieurs universités. J'avais choisi STAPS et Management du sport parce que ça allie justement le sport et les études de marketing, les matières marketing, communication, management. Et donc, pas par chance, mais en tout cas par travail, en tout cas, j'ai été accepté à STAPS Montpellier, donc à UFR STAPS Montpellier. Et je suis passé directement en L3 Management du sport, sans faire les 2 premières années. Ouais. Parce que justement, toutes les matières, C'est tout. voilà, c'était pour éviter de le faire tout, hein, forcément. Donc licence Management du sport, avec toutes les matières que j'avais déjà en BTS, plus par contre, il y avait un tronc commun en biomécanique. Et là, par contre, c'était assez complexe parce qu'en fait, j'avais pas toutes les notions que de la L1 et L2. Les cours, c'était dans un grand amphithéâtre avec une centaine de places. Souvent, il n'y avait pas grand monde dans ces cours-là parce qu'en fait, j'avais compris qu'il y en avait qui avaient déjà les cours avec eux. Ouais. Et ça, par chance, je l'ai eu. Je me suis trouvé un collègue aussi tahitien qui avait déjà aussi tous les anciens QCM parce qu'en fait, le test que tu passes à la fin de l'année pour réussir à l'avoir, Ouais. c'est un QCM de 70 questions. Ok. Et il y a 3 réponses sur chaque question. Mm. Et en fait, si tu faisais... lui, il avait au moins une dizaine de questionnaires des années précédentes. Donc, Ok. on avait charbonné les 10 derniers questionnaires des 10 dernières années. Et ces questions-là, elles revenaient souvent dans un mélange. Voilà. Et cette année-là, bah, du coup, en fait, c'était. Alors, je comprenais un petit peu ce qu'il y avait dans les réponses sur, je sais pas moi, la force qu'il faut avoir pour lancer un projectile à telle distance et quelle force tu génères pour que ça atteigne ce point-là. Enfin bref, c'était vraiment compliqué et c'était souvent, du coup, c'était un peu du par cœur, mais tu comprenais un petit peu la mécanique, mais voilà, c'est quand même c'était plus du par cœur. Ouais, ouais. Et donc c'est passé, je crois que j'avais eu, j'étais content, je crois que j'avais eu 14 sur 20, donc c'était cool. Et ça, anecdote très très drôle, et moins drôle pour les notes, c'est que premier trimestre à STAPS, j'avais eu... D'abord, il faut savoir que le premier test en biomécanique, tous ceux qui avaient eu en dessous de 8, on divisait, alors ils en avaient marre en fait que les gens passaient de L3 à M1 trop facilement, donc ils se sont dit à ce test-là, tous ceux qui ont en dessous de 8, on divise par 10 leurs notes. Ouais. Moi j'avais eu 2, donc j'ai eu 0,2, et à cause de ce 0,2 là,
ça a descendu toutes mes autres notes et au lieu d'avoir, je sais pas moi, 11,5 de moyenne sur 20 sur l'année, j'avais eu, premier trimestre, 9,87. Ouais, bah, c'était 9,87, j'étais là, mais c'est une blague, quoi. c'est une le grosse destin, blague. quoi. Destin pour, ouais, Te faire pour me rappeler faire, que- bouge-toi le cul, quoi, Ouais. va faire tes révisions, quoi. Et donc voilà, donc, petite anecdote très drôle. Et après, bah, c'est passé grâce à ce pote tahitien que je me suis fait et on a charbonné la bioméca. Et dans la classe, j'étais plutôt, bah, bizarrement là, j'étais plutôt bon. Sur les présentations orales avec les PowerPoint, je les faisais bien. Les potes à côté, ils voulaient pas trop, donc j'étais souvent à leur dire tiens, ça c'est toi, tu dois dire ça, toi tu dois dire ça. En tout cas, je manageais bien et j'étais content de moi. Ouais. Et Et du coup, quand tu étais avec tes collègues, là, quand tu faisais les Frani, ouais. t'avais pas du mal à te faire comprendre, enfin, c'était facile à communiquer. Non, ça va. C'était juste au début. Bah, comme je suis arrivé la première année, déjà les profs, je les tutoyais au lieu de les vouvoyer. Donc chaque fois, je me reprenais tout seul. Hein. Je disais ah désolé, vous. Ouais. Après c'est là, ouais bon, ok, je comprends. Le téléphone, je disais pas téléphone, je disais le Vini. Du coup, Ouais. ils comprenaient pas. Ou même toutes les petits onomatopées là qu'on utilise. Du coup, ils comprenaient pas. Du coup, j'étais là merde. Bon bah, du coup, j'ai annulé un petit peu tous ces mots là. Ouais. Donc ça, c'était un peu dommage, mais bon, après, c'était une adaptation. Hein. Ouais, c'est un coup à prendre, quoi. Ouais, c'est un coup à prendre. C'est comme je me rappelle, c'était assez aussi drôle. Le master, bon là, je passe carrément au master. Ouais. Le M2, on avait donc on faisait notre mémoire, et on devait passer à l'oral devant notre maître de mémoire, celui qui nous a suivis tout le long, tuteur de mémoire. Et le gars, le professeur, toute l'année, il te tutoie, donc ok. Bon, j'avais pas toujours l'occasion de le tutoyer dans la classe. Et pendant le mémoire, parce qu'il est jeune, hein, il avait peut-être 35 ans, 36 ans. Du coup, je fais mon oral, et comme il me tutoyait pendant l'oral, donc je le tutoyais. Et à la fin, il me dit par contre, tu me tutoies pas en fait. Et c'est toi qui es ta présentation, tu me tutoies pas, je suis ton professeur et tu me tutoies. Donc je fais ok, mais en fait là c'est la fin de la présentation, moi je t'ai tutoyé parce que tu me tutoies. Et en plus de ça, je viens de Tahiti, tu le sais, et il n'y a pas de vouvoiement chez nous. Ouais. Et là il savait plus quoi dire, il savait plus où se mettre. Il a dit ah ok, bon bah ok, bah, très bien. Et tu vois, enfin. À un moment donné, bon, ça c'est quelques types de personnes. Oui, hein. oui. Lui, je pense que voilà, il avait une bonne estime de soi. Ouais. Enfin bref. Voilà, En vrai, c'est vrai, c'est quand même pas de coutume ici de tutoyer, quoi. Ouais. Et moi, je me suis plus, permis de le tutoyer parce qu'il me tutoyait. Donc ouais, je me suis dit, c'est bon, quoi, la je pensais barrière que, ouais, est cassée, il est jeune, donc très bien. Et voilà. Et du coup, c'était quoi alors, le master que tu as fait? Ouais, bah voilà, donc licence, je l'ai eu Raleigh Pâquerette. Master 1, je le fais d'abord. Donc je passe de Montpellier à Bordeaux. Bordeaux, je fais le M1, donc très bonne classe aussi. Sauf que là, moi j'avais un stage alterné à faire, donc ça c'était l'option. Pas mal de gens dans ma classe, pas mal d'élèves l'ont pas fait. Et donc en fait, ils se tournaient les pouces le lundi, mardi, parce que c'était les jours de stage. Mercredi, jeudi, vendredi, c'était c'était cours, pardon. Et après, il y a le week-end. Et moi, j'ai réussi à toquer à la porte de plusieurs entreprises pour déposer mon CV. J'ai atterri chez Sport Aventure, donc un magasin de vêtements, sport, surf, glisse, hiver, été. Et le contrat, c'était que je fasse lundi, mardi en bureau, en termes de CEO, donc de SEO, pour faire écrire des articles sur le sport. Et le but le contrat pour que j'ai ce stage-là, c'était aussi que je travaille en magasin le samedi pour vendre des articles de sport. Moi, j'étais au rayon snow, ski, snow et surf et skate urbaine. Et donc voilà, je faisais lundi, mardi en bureau et le samedi en magasin. Et donc j'avais 6 jours sur 7 à bosser toute l'année. Et je peux te dire que ça fait bizarre quand même quand tu n'as que le dimanche en repos et que tu reprends le lundi, mardi en bureau. Ouais. C'était assez. Cette année-là, c'était
C'était cool parce que j'avais tous mes potes de Tahiti qui étaient à Bordeaux, Bordeaux. donc beaucoup de trips. Mm. Mais c'était dur parce que le samedi, c'était quoi, le vendredi soir, je regardais, je suis là, ah, ok, faut que je rentre 1 heure, 2 heures, 2 heures, bon allez, faut que je rentre. Parce que le lendemain c'était à 10 heures, Ouais. 10 heures, fallait bosser quoi. Ok, ouais. 10, 19, ouais. C'était chargé, quoi. Des semaines Expérience, chargées. année un peu chargée, mais bon, c'était cool quand même. Ouais. Puis on va dire que j'étais là, de toute façon, on est en France pour se la donner, donc c'est l'occasion quoi. Bah ouais, Et puis ouais, bon, du coup, pardon, je prends un peu de temps, hein, mais du coup je disais, maintenant après du coup j'ai fait le M1 à Bordeaux, ensuite j'ai fait une année de césure à Paris pour gagner en expérience, donc c'était 2 stages de 6 mois. Dans le marketing, j'ai essayé de faire dans le sport. Dans le premier stage, c'était pas dans le sport, c'était dans une entreprise de place de crèche pour les enfants, pour les bébés. C'était du groupe Sodexo, donc c'était une grosse boîte, j'étais content quand même. Et puis super expérience parce que on a fait la convention d'entreprise pendant 3 jours au parc Astérix et je me suis fait une super équipe, je m'entends super bien avec eux. Bref, c'était 3 jours de fête au parc Astérix avec 250 personnes, c'est trop bien. Bref, et deuxième stage, mieux en tout cas dans le domaine, c'était dans une agence de marketing qui s'appelle MKTG, qui fait partie du groupe Dentsu Aegis Network, une grosse boîte de publicité japonaise. Et donc c'était vers la Défense. Ça c'était l'expérience un peu métro dans la une avec serré avec toutes les personnes pour aller à la Défense. Donc ça c'était drôle. Je l'ai fait 6 mois, j'étais content, je ne l'ai pas fait plus. Bonne équipe de stagiaires, de stagios, comme on se dit. Et très cool. Et donc l'année passe et ensuite la dernière année de master, le M2, en alternance. Donc c'était le rythme, c'était 1 semaine de cours, 3 semaines de stage, d'alternance de boulot, quoi. Donc ça c'était un bon rythme, c'était assez top. C'était l'année du mémoire, donc assez beaucoup de travail quand même pour la fin de l'année avec le mémoire à rendre, une problématique qu'on a travaillé tout le long de l'année. Ça c'était assez compliqué et c'était vraiment le relâchement total quand c'est passé. Plus de boulot, plus d'école, plus de cours. Et le boulot, la vie active, le travail. Et, voilà, donc ça c'était vraiment cool. Toi, tu parles le tahitien? Alors non, je parle pas tahitien. Est-ce que t'aurais voulu apprendre ou est-ce que t'aurais... Ouais, justement, en fait, du fait du parcours que j'ai maintenant en France, que j'ai eu, donc ça fait 10 ans que je suis en France. En 7 ans, je suis rentré que 2 mois. Parce que la première année, j'ai attendu 4 ans pour rentrer 1 mois. Et ensuite, j'ai attendu 3 ans pour repartir un mois. Tout ça, ces 4 premières années, en tout cas, m'ont vraiment fait un électrochoc parce que j'avais vraiment envie de rentrer. J'étais parti me faire un tatouage à la Cano parce que j'avais trop envie. C'était quelques mois avant que je rentre. Toute cette envie de redécouvrir ma culture. Le fait que je parle pas tahitien, ça m'a vachement impacté. Le fait ensuite j'aurais bien aimé, maintenant j'ai envie de faire le heiva un jour quand je vais rentrer, la danse. J'ai envie de redécouvrir ma montagne. Moi, je connaissais la Maroto, mais maintenant avec mon expérience du sport ou la course, le trail, j'ai envie là quand je vais rentrer, j'ai envie de faire le mont Aorei, mais juste en aller-retour. Tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait, mais en dormant au dernier refuge. Ouais, au deuxième. Là. Et on était monté, l'été dernier, on était monté avec un copain jusqu'en haut, là, aux 2000 mètres, 2100. Là, j'ai envie de le faire en rentrant aller-retour du restaurant jusqu'en haut aux 2000 et redescendre dans la journée. Okay. Enfin voilà, j'ai envie de redécouvrir un peu mon environnement, mon île. Quoi. Ouais. À Huahine, là, pour l'anniversaire de ma grand-mère, quand je rentre là, dans 2 semaines, pareil, j'ai prévu de faire le tour de l'île, donc 60 km. Il y a peut-être 500 mètres de dénivelé. En tout cas, c'est surtout le fait de terminer les 60 km qui est le challenge. Ouais. Donc voilà, il y a plein de trucs que j'ai envie de le découvrir. Le Va'a, j'aimerais bien aussi un jour m'y mettre ou peut-être un jour faire la Hawaii Kinu. Voilà, j'ai envie de profiter de mon île et des choses qui sont liées à notre culture et de faire profiter de mon expérience aussi à mon île, à
à la population. Par rapport à ce qu'on se disait aussi pour le sport, pour mon projet, mon projet sportif d'escalade, j'aimerais bien faire découvrir ce sport-là aussi aux jeunes. Parce que bon, je trouve que c'est un beau sport. Physiquement, intellectuellement, ça se travaille, ça travaille bien aussi les muscles, le bas, le haut, mais aussi le cerveau. Le fait de se tenir dans un espace, de tenir les prises, de se challenger, voilà, comprendre comment son corps il fonctionne dans l'espace. Je trouve que ça, c'est un super sport. Et puis de l'allier avec la bonne vibes de chez nous, la bonne bouffe. Donc tout ça, c'est un projet que j'aimerais bien bientôt mettre quand même en place. Et avec Manon, ma copine, on aimerait bien d'ici ouais, 1 an, max 2 ans, mais en tout cas l'année prochaine, en tout cas rentrer. Ouais. Le but, le projet là, c'est de rentrer et essayer de profiter de chez nous, quoi. Bah ouais, de la famille, de tout le monde. Voilà, de la famille. Parce que le temps qu'on est là, bah, c'est le temps qu'on donne par notre famille, quoi. Voilà, c'est ça. Mais mes grands-parents ici, ça fait 10 ans que je suis là, je les ai vus. Maintenant, ils sont plus là, ils sont partis. Donc voilà, je suis content, je les ai vus 1 fois par an, même si je trouve que c'est encore pas assez, forcément. Ouais. Mais ouais, mes parents, ma grand-mère de Tahiti, moi j'ai envie de profiter avec eux, de voir mes tatis, tontons, cousins, cousines, mon petit frère aussi qui travaille là-bas en ce moment, qui est rentré aussi. Donc voilà, tout ça fait qu'on a envie de rentrer, de se projeter là-bas, quoi. Parce qu'après, ouais, t'as donné tes années à la France, donc... Voilà. Après, bah, y a le projet famille aussi qu'on aimerait bien faire. Ouais. À Paris, c'est assez compliqué parce que voilà, il faut beaucoup de moyens, il faut un bon salaire pour avoir un appartement assez grand si tu veux rester dans Paris. Ouais. Et sinon, il faut aller en banlieue. Ouais. Mais voilà, je n'ai pas trop envie de rester en banlieue. Pas que j'aime pas la banlieue ou quoi, mais en tout cas, c'est pas chez moi. Et si en tout cas on veut faire une famille, voilà, c'est parti encore pour 5-10 ans, quoi. Et c'est compliqué ici, quoi. Et c'est encore 5-10 ans sans les proches. Ouais. Voilà. Donc autant aller là où on veut se poser et commencer à développer ça. Ouais. Voilà. Est-ce que toi tu penses que à Tahiti c'est assez appris le tahitien? Est-ce que la façon dont c'est appris, ça nous donne envie d'apprendre? En tout cas, en tout cas, à mon époque, c'était on pense à toi sur ce que tu peux faire plus tard, et donc en fait, déjà c'était partir de Tahiti pour gagner en expérience, et donc en fait c'est forcément parler une langue étrangère. Donc moi j'avais pris l'anglais et l'espagnol, sauf que non. Alors oui, c'est très bien, là ça me sert, c'est super, je suis très content. Par contre, là où j'aurais bien aimé aller plus loin, en fait, c'est dans le tahitien. Et oui, le tahitien, on le met pas assez en avant, à mon sens. C'est que je pense que on devrait continuer à l'apprendre même au collège et même au lycée. Voilà, parce qu'en fait, on est très dans l'époque en fait où voilà, il faut se rattacher à ses racines. On est moins dans la mondialisation. Le contexte géopolitique il est un peu compliqué. Donc en fait, ce qui fait ta force, c'est se rattacher à tes racines, savoir d'où tu viens. En France, ils l'oublient un peu. Et donc, moi, je trouve que parler le tahitien, c'est primordial. Et alors là, oui, je me donne des excuses à Paris, je ne l'apprends pas, c'est dommage. Mais ça pourrait être un projet. Mais en tout cas, pour moi, à Tahiti, ce sera mon objectif de parler le tahitien parce que j'ai envie de communiquer avec ma grand-mère, avec mes parents, avec ma mère qui parle le tahitien. Même avec les gens, quand je vais au marché ou même pour le boulot, un jour, c'est toujours... Ah voilà, t'es à Tahiti, tu es censé parler le tahitien. Ouais. Les jeunes qui viennent du Maroc, d'Algérie, ils parlent l'arabe. Les Sénégalais qui viennent en France, qui parlent le Wolof, ils viennent ici, ils parlent le Wolof parce qu'ils parlent la langue de chez eux. Ouais. C'est plutôt logique, c'est juste que nous, l'histoire a fait que on a oublié, mais en tout cas le tahitien on l'a parlé moins, et le fait d'aller chercher de l'expérience ailleurs, en métropole ou aux États-Unis, en Australie, fait qu'on devait parler une langue étrangère, donc l'anglais, qui est une bonne chose, mais il faut faire en sorte que le tahitien soit, pour moi, la priorité. Une des priorités en tout cas des tahitiens. Parce que
le système français, enfin l'éducation fait que le système il est un peu commun partout quoi. Que tu sois en France et que tu sois à Tahiti, mais on a tous le même programme, tu vois. Genre à Tahiti, nos ancêtres, quand tu étais à l'école, on nous parlait des ancêtres gaulois, alors que nos ancêtres, bon après il y en a beaucoup de demi, donc au final il y a des demi qui ça peut leur parler, mais tu vois, genre quand tu es à Tahiti, quand tu parles des ancêtres gaulois, c'est pas forcément les ancêtres de tout le monde. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu ça aussi niveau histoire, culture. À Tahiti, moi, j'ai pas beaucoup j'ai un manque de culture polynésienne. Ouais. Je sais comment est constitué un marais, je sais pourquoi c'était là, le respect qu'il y a, je vois ce que veut dire le mana, je sais ce que ça représente. Mais culturellement, je me rappelle plus trop des dates. Je sais pas moi, des pomarés entre quel clan a fait. Voilà, ça aurait été bien d'avoir une histoire étape par étape des 1000 années dernières sur comment a évolué, comment est-ce qu'on a fait pour arriver jusqu'en Polynésie, comment est-ce qu'on a fait pour coloniser en tout cas. Atterrir sur telle et telle île, pour explorer. Comment les langues sont venues, comment le tatouage est venu, qu'est-ce que ça représente. Toutes ces choses-là qui font notre identité, qu'on le comprenne à Tahiti, à l'école. Cela, l'éducation nationale française fait que c'est un tronc commun, on apprend très bien l'histoire de France qui est très bien aussi, qui est grande. Mais il faut on vient de Tahiti, donc il ne faut pas nous faire oublier nos origines, d'où est-ce qu'on vient, notre histoire, parce que c'est ce qui fait qu'ils ont un peu oublié leurs racines en France. C'est que la France, on va dire que c'est un arbre. Si les racines, c'est son histoire, si elle n'a pas de racines, si elles oublient leur histoire, l'arbre il tombe. Il va tomber avec le temps. Nous, c'est pareil. Si on oublie nos origines, on oublie nos racines, on va oublier qui on est à la fin. Et c'est triste. Donc la langue. Le tatouage, il faut savoir ce que ça veut dire. Moi, j'ai acheté les bouquins pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire. C'est lesquels le bouquin noir sur les... Alors, il y a le blanc et le noir. Le Patutiki. Patutiki, ouais. Patutiki. Après, j'avais acheté un petit bouquin aussi qui parlait du Patutiki. T'as acheté en physique ou en physique, en physique. Ça, c'était un truc aussi que j'ai bien aimé quand je suis rentré à Tahiti, c'est que comme j'ai envie de cette culture-là, je suis allé à Odyssée ou dans une autre petite librairie et j'ai pris des bouquins sur l'histoire de Tahiti, sur les poissons, sur la faune, la flore, sur la danse tahitienne aussi. Tout ce qui me raccroche à Tahiti, j'ai essayé d'acheter. Enfin, en tout cas, pour... Ouais. Mais tu vois, tout ça, moi je trouve que tu vois, c'est dommage qu'on soit obligé d'acheter pour comprendre notre culture, alors que normalement ça doit devenir de l'éducation. C'est sûr. Après l'école est finie, donc voilà. Maintenant j'ai les moyens, je me donne les moyens pour y arriver, mais c'est sûr que c'est un peu dommage de devoir passer par là. T'inquiète, je suis dans le même cas aussi. Voilà. Il aurait fallu que ça soit acquis déjà, de notre petite enfance à collège et pendant tout le collège et lycée. Ça coûte quoi en plus de faire 2 heures par semaine sur comme le catéchisme qu'on avait, sachant qu'il y a peut-être, je sais pas moi, une matière que j'ai dû oublier sur l'histoire. Alors que je suis sûr que si on m'avait donné 2 heures par semaine pendant tout mon collège-lycée, pendant 8 ans, je pense que j'aurais retenu plus de choses, quoi. C'est sûr. Enfin bref, ça c'est la politique et c'est compliqué bon, ça c'est pas de notre domaine. À faire quelque chose à ce niveau-là, mais bon. Mais après, en tout cas, c'est bien de faire comprendre aux gens. Bah oui, c'est pour ça, à notre petite... À notre échelle. À notre échelle, on essaye quand même de... Bon, moi, en tout cas, dans Golden Tiki, j'essaie de partager un peu toutes les connaissances que... moi aussi, j'avais pas appris tout ça à Tahiti, j'ai appris au fur et à mesure, en lisant beaucoup de bouquins, en posant des questions à des gens qui sont dans les domaines, tu vois. Parce que comme moi, je suis marquisien et tahitien, je connais beaucoup de marquisiens, ils me parlent un peu de la culture marquisienne, je connais beaucoup de tahitiens, ils me parlent de la culture tahitienne. Au final, quand tu mélanges le tout,
bah, tu vois que c'est une culture riche, tu vois. C'est une Ah culture. bah, ouais, c'est riche. Et c'est intéressant en fait à savoir si pour nous, tu vois. C'est carrément intéressant. Quand tu me racontais là au début les bouquins que tu as achetés sur les marquises et que bah, c'est l'un des berceaux de la culture hawaïenne, fidjienne ou je sais plus. Ouais, Hawaï, Rapa Nui. Voilà. Eh ben, pour moi, tout le monde devrait être au courant de ça. Enfin, en tout cas, nous, en Polynésie française. De toute façon, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça Voilà. que Golden Tiki est Voilà, là. ça. Les vidéos dessus, surtout notre histoire arrive petit à petit. C'est ça. Ça voilà. C'est dur pour Et pour toi, c'est quoi qui fait qu'on est polynésien? C'est le sang, c'est le comportement, c'est l'attitude. Qu'est-ce qui fait que, pour toi, c'est quoi un polynésien? Pour moi, un Polynésien, c'est tout ce qui... Alors, moi, j'ai grandi là-bas, j'ai grandi à Tahiti, j'allais un peu dans les îles, à Huahine. Je trouve que le fait que je me sois approprié cette identité, c'est le fait d'y avoir vécu, mais parce que je me suis approprié, et maintenant aussi parce que j'ai une envie aussi de retrouver cette culture, c'est le fait justement de s'approprier cette culture-là. De se dire, ok, je dois parler tahitien ou un minimum. Le tatouage, je vais pas le faire juste pour faire joli. Je veux comprendre ce que ça veut dire. L'histoire, je dois comprendre. Je dois m'intéresser à mon histoire. C'est ça qui fait que je serai tahitien. C'est pas comme si j'allais à Tahiti pendant 3 ans, 4 ans. Et que j'ai travaillé là-bas et que, bon, non, de toute façon, on te dira pas, même toi, tu ne diras pas que tu es tahitien, mais il y en a, ils peuvent dire, ouais, je suis tahitien, alors que ils n'ont pas vécu là-bas, ils comprennent pas la culture, les gens. Les habitudes, ouais. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est comprendre qui on est là-bas, qui est la population, le tutoiement, le fait juste de tutoyer, l'interaction, le fait qu'on soit tous un peu de la même famille, enfin pas de la même famille, mais tous on soit une grande famille, d'un grand village. C'est cette sensibilité-là qui fait qu'on est tahitien. Ouais. Parce que moi je suis demi, mon père il est français, ma mère elle est tahitienne et chinoise. J'ai 3 différentes nationalités. Donc pour moi ça... Je pourrais dire, ah bah je suis pas vraiment tahitien. Bah, en fait, si, parce que moi c'est ce que je ressens. J'ai grandi là-bas. J'allais dans les îles quand j'étais petit à Huahine, on faisait le parc à poissons. Mais que même en étant demi, même si j'ai du sang français, tahitien et chinois, je suis tahitien parce qu'en fait j'ai grandi là-bas, j'ai côtoyé les gens de là-bas, je connais le feeling les échanges avec les personnes. C'est un grand village, on se tutoie, du coup il y a cette familiarité dès le début. Non, et puis surtout aussi le contexte, le feeling, comment on dit ça, la sensibilité en fait que quand tu es là-bas, le fait d'avoir grandi, alors je suis dans une famille aisée, mais quand j'allais aussi chez mes grands-parents, j'ai pu connaître aussi, voilà, il y avait une maison mais assez modeste, et j'ai pu aller chez d'autres personnes aussi qui avaient des maisons encore plus modestes. C'est pas comme si je connaissais la pauvreté, mais en tout cas alors, tu peux le connaître. Tu étais en contact. Ouais. Le fait d'être dans la nature aussi, ça c'est c'est très important. Le fait d'avoir grandi autour de la nature, dans la nature, pour moi c'est pas rien. C'est que tu es connecté à ta terre, tu sais ce que ça représente, tu sais le temps que ça a pris pour que ça pousse. Les fruits, tu connais les fruits, tu connais les fruits, les légumes. Donc tu as cette connaissance qui est richissime par rapport à un citadin, ici un Parisien, un enfant qui va grandir en pleine ville. Il va pas comprendre en fait. Il y a un total décalage. Enfin, pour lui c'est un autre monde. C'est sûr. Et pourtant, un Tahitien qui grandit en France, mais qui n'a pas grandi à Tahiti, pour toi, est-ce que ce Tahitien il peut être considéré comme... Alors pour moi, pour moi, il sera considéré comme un Tahitien parce qu'il a les origines, il a le sang. Ouais.
il a la descendance, il a les ancêtres. Et s'il ne s'intéresse pas, si vraiment il est juste Alors, tahitien, voilà. mais il ne s'intéresse pas. C'est ça, mais je pense que même j'avais vu un reportage, un Tahitien, il avait grandi ici, Oui. il a été adopté en fait, Ouais. mais en fait il avait envie de connaître soit sa famille de là-bas, Oui. enfin de Tahiti, Tahiti, ouais. et parce qu'en fait il sait qu'il vient de là-bas, donc Oui. en fait tu vas enfin pour moi ça semble logique ou alors à moins d'avoir vraiment si j'ai une autre histoire avec une collègue qui a des enfants russes. Ouais. Il y a sa fille, elle a plus du tout envie de parler de la Russie. Parce que après c'est plus compliqué, ils ont une histoire Oui. assez complexe avec les parents, machin. Si tu as complètement coupé les ponts, coupé les liens avec tout ça, ok, mais c'est parce qu'il y avait une histoire. Mais je pense que si tu n'as pas d'animosité envers là où tu viens, je pense que tu auras toujours une envie de découvrir. Ouais. Et pour moi, il est légitime en tout cas, vu qu'il vient de là-bas. Ouais, ouais. Il a le sang, il a les origines. Donc, Mais au final, même aussi ceux qui viennent de France, mais Oui. qui veulent apprendre Voilà. sur la culture, qui veulent C'est se ça. mettre dedans. genre, L'autre fois, tu m'as parlé de Thomas Wagner. ouais. Si tu peux développer. Bah, Thomas Wagner, alors moi, super respect à lui parce que maintenant il parle le tahitien super couramment. En tout cas, beaucoup, 90. Ah, bref, en tout cas, il parle super bien tahitien et ça, respect à lui. C'est un de mes modèles pour ça. Mais lui encore, c'est différent parce qu'il a grandi, je crois, il a grandi à aussi, Tahiti. ici, ouais. Il a de la famille de Tahiti. Oui. Donc là encore, c'est différent. Mais je pense que même quelqu'un, et j'ai quelques exemples de ma copine qui a justement des amis qui sont allés à Tahiti, enfin une en particulier. Tu vois qu'elle chérit la langue, enfin la culture polynésienne. Ça fait même pas un an qu'elle est là, ou peut-être un an. Je vois qu'elle s'est déjà mise à la danse tahitienne, peut-être faire le heiva. Elle voit ce qui se passe en France aussi par rapport au déracinement de certains Français. Elle se demande mais c'est pas normal. Elle voit qu'à Tahiti il y a quand même cet enracinement. Donc elle comprend quand même le contexte et pour moi elle peut elle peut devenir tahitienne parce qu'elle aura chéri tout ce qui comprend la Polynésie française. La culture, la langue, la nature. Le respect des gens, parce qu'elle sera fait aussi un cocon, elle aura des amis tahitiens. Si elle a ensuite des enfants, voilà, tout ça fera que pour moi, ça pourra devenir une tahitienne. Ouais. Certes, peut-être qu'il y en a qui diront non, c'est pas une tahitienne. Alors, elle ne sera pas tahitienne parce qu'il n'y a pas le sang. Peut-être, hein, ça peut être un critère, mais en vrai, je pense que pour moi, si tu te sens, c'est comme moi maintenant, alors j'ai du sang français aussi, là ok, du coup je peux me sentir aussi français. Mais si t'as embrassé vraiment la culture polynésienne, pour moi il n'y a pas de raison, on t'accepte dans le clan. Ouais. et puis let's go, quoi. Tu fais fais partie de la famille, tu ouais, fais partie de la famille. de la culture. Tu rentres dans le nous, quand on parle de nous, Voilà. tu rentres dans le nous, quoi. Voilà. Je pense que ça, j'imagine, hein. Ouais, Je pense que ça peut se faire comme ça. Je suis en train de penser aux tribus autochtones là, qui vivent en Amazonie. Je me rappelle là, c'est encore une fois, si je me dis, moi demain, je coupe les, pas je coupe les ponts, mais en tout cas, je veux plus du tout, je veux vivre avec eux en tant que tribu d'Amazonie. Je fais tout pour vivre avec eux et je vis maintenant, ça fait 5 ans que je vis avec eux. Ils vont me considérer comme l'un des leurs. Ouais. Je pense, hein. Tu seras accepté avec le temps, Ouais, quoi. avec le temps. Mais c'est pas genre donné dès le début, Non, quoi. non. Il faut être Non, légitime dans la démarche. tu vois. Voilà, voilà, c'est ça. Faut faire les choses, faut essayer de comprendre. Tu C'est peux pas venir à Tahiti et dire j'aime t'as tout vécu, et voilà. après, ok, d'accord, t'es tahitien. Non. Ouais, non, c'est. Faut faire, c'est comme dans tout, faut faire ses preuves. légitimiser le truc, quoi. Faut faire ses preuves, faut montrer que tu as envie. Ouais, non, c'est ça. Et si tu veux faire partie de la famille, il faut que tu montres que tu as envie de faire partie de la famille. Et donc, c'est plein d'étapes, plein de critères qui doivent faire que tu seras tahitien. Ouais, ça c'est pas mal. Et du coup, l'autre fois, tu me disais, tu écoutais beaucoup de musique tahitienne. Ouais. C'est quoi ton top 5? Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que c'est Alors, devenu plus fréquent depuis que tu es en France ou même à Tahiti, tu écoutais quand même non, justement. En vrai, je me suis vraiment intéressé à la musique tahitienne depuis que un petit peu quand je commençais à partir. J'avais découvert Bobby Angelo. J'avais bien aimé. Parce que je me rappelle, on avait fait un petit voyage avec les potes à Huahine.
Et il y avait un copain qui avait mis du Bobby et du Angelo. Et j'avais vraiment bien aimé, quoi. Et non, pour moi, depuis que je suis en France, je connais, comme depuis le début, une reconnexion avec la culture et la musique tahitienne. Pour moi, ça me fait aussi un peu sortir du quotidien. Ça me fait rattacher à mon île. Il y a une connexion qui se fait avec ma culture. Et du coup, je suis content. Et en plus, j'en découvre encore de temps en temps. Parce que j'ai pas écouté tous les morceaux qui existent forcément. Ouais. Mais tu vois, dans ma playlist, là, j'ai dit Bobby Angelo, ça c'est mon top 2. J'aime beaucoup aussi le trio Kikiriri, mais ça c'est plus pour l'esprit bring. Barthélemy qui pour moi c'est un bon aussi. Ouais. Mais en vrai, moi j'ai mon top 2 parce que Bobby Angelo c'est ce que j'ai beaucoup écouté. Après, il y a plein d'autres musiques qui sont arrivées, Toa Ura, Nohore. Gabilou, j'aime un peu moins, mais j'aime bien quand même. Il y a des bonnes musiques d'avant. Mais j'aime bien le côté, en fait, vu que je pense que ça doit venir de là, vu que j'ai été vraiment assez déraciné pendant 4 ans. J'ai envie de retrouver cette tradition, et donc c'est pour ça que je pense que je vais vers le old school, quoi. Le new school, c'est bien, j'aime bien, mais j'aime bien le côté brut, quoi. Ouais. Parce que quand tu étais à Tahiti, est-ce que tu écoutais beaucoup de musique tahitienne? Enfin, est-ce que Bah non, ça faisait pas partie du tout. Pas plus hein. que ça. Hein. Ça faisait pas du tout partie de mes écoutes. Parce que quand on était à Tahiti, c'était plus, on écoutait les musiques internationales, Voilà. des musiques américaines, des musiques un peu françaises. C'est ça. Bon, après, on entendait quand même genre les musiques tahitiennes, mais c'était pas dans ta playlist, tu vois. Ouais, et puis en plus, à notre époque, on est on commence à être des vieux. Ouais. Il n'y avait pas le téléphone comme Ouais, ça. y avait pas tout ça. Tu pouvais pas, il n'y avait pas Spotify avec tous les artistes. C'était moins facile d'avoir des musiques tahitiennes. Ah ouais. Alors que Fallait avoir le CD. Moi, j'avais pas de. Ça arrivait plus tard où je pouvais mettre mon CD dans mon lecteur. Ouais. Mais sinon, moi, je me rappelle, mon cousin, il avait son Walkman là pour shooter le CD dedans avec son gros bouquin avec tous les CD. Si t'achetais pas les CD, tu pouvais pas les mettre quelque part. C'était plus mes parents qui écoutaient plutôt de la musique. Tu vois, j'étais plus impacté par ce qu'ils écoutaient eux. Ouais. Et du coup, mon père, il écoutait pas plus que ça du tahitien. Ma mère, pas plus que ça. Et puis même, je crois qu'ils achetaient pas. Enfin, je sais pas si j'ai acheté les CD. Je sais qu'il y avait beaucoup de CD, mais je sais plus. Bref, en tout cas, j'ai pas grandi avec ça. Ouais. Et c'était plus quand j'allais à Mataya, à la famille, voir la famille, où j'ai des souvenirs. Il y avait de temps en temps la bringue. Mais c'était pas. Alors, j'ai des musiques en tête, ou alors à l'école aussi. Quelques chants tahitiens. Bon, du coup, plutôt religieux. Ouais. Mais toute cette musique, cette culture musicale que j'ai, c'est venu plus de ma propre recherche. Ouais, avec le temps, Ouais. Ouais, comme moi avant, à l'époque, c'était avec le MP3, on appelle le petit MP3 aussi, tu branchais le aux là. Ouais. Et du coup, tu vois, moi, j'avais pas aussi autant de musique que ça tahitienne parce que c'était compliqué. Moi, j'essayais quand même de chercher sur YouTube et tout. Ouais. C'était compliqué à avoir. Les seuls trucs que tu pouvais avoir, c'était les reprises, tu vois. C'était tout ce qui était Team Kicks. Ouais. Et là, ça te reconnectait un peu à toutes les chansons parce que dedans, ils mélangeaient tout, tu vois. Ils mélangeaient du tahitien, de l'anglais, du français. Ouais. Aujourd'hui, il y en a plein qui disent c'est du pâte à beurre, tu vois. C'est genre du pâte à noix quand ils chantent, tu vois. Ouais. Bon, finalement, ça m'a fait quand même découvrir un peu toutes les chansons grâce à ces petits groupes, quoi. Ouais. De toute façon, on a toujours beau dire, hein, oui, Patahuna, mais bon, en soi, faut rester optimiste, ça te fait découvrir ça te fait découvrir ta culture quand même. Ouais. Même si c'est pas le vrai de vrai, c'est dans l'optique, en tout cas, que ça a été fait dans l'optique que pour te faire kiffer, quoi, te faire aimer les bonnes musiques de chez nous. Ouais, carrément. Bah voilà, c'est bon, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était assez rapide. Après, rapide, on n'a plus le temps, mais bon, Ouais, il y a tellement de choses à dire aussi, quoi. carrément. Bah voilà. Et du coup, là, tu peux parler de Hajime Lolo. Ah yes, la c'est petite vrai qu'on présentation. Là, tu peux faire ta bonne présentation, ta grande présentation. Ouais, instant promotion. Yes. Ouais, Hajime Lolo, bon, ça fait pas longtemps que j'ai lancé ce projet, mais c'est plus Hajime Lolo, en fait, c'est sur Instagram. Hajime, c'est le mot en japonais, H-A-J-I-M-E. Lolo, pour moi, Loïc. En fait, je vais documenter tout mon expérience du sport, les expériences que j'ai déjà eues, les expériences que j'ai et que je vais avoir.
En ce moment, les sports, c'est plus la course, la muscu et l'escalade. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est plus pour montrer, donner l'envie, la motivation, le courage aux jeunes générations aussi. Parce que ceux qui le font déjà, bah, très bien, force à nous, hein, on est déjà des sportifs. C'est plus pour montrer aux gens qu'il faut profiter de sa santé, de sa santé surtout. Parce qu'on en voit tellement qui profitent, qui se réveillent plus tard. C'est malheureux, mais ils se réveillent au dernier moment. Quand c'est le plus dur justement à se relever, à se remettre au sport. Alors qu'en fait, au niveau de la santé, pour moi, pour moi, pas tous les problèmes de santé, mais en tout cas, beaucoup peuvent se régler par un peu de sport. Quand j'ai vu aussi un de mes proches aussi qui a eu un gros accident et qui a failli y passer, hein, et que je vois qu'il peut plus faire autant de sport qu'avant, alors que c'était un grand sportif à Tahiti. Ça me rend un peu, c'est dommage quoi. Donc je me dis autant comme j'ai cette vision là, je me dis bah merde, en fait je vais profiter pour eux, je vais faire honneur à ce qu'ils sont et je vais me dire ok, je vais tout donner, mais en tout cas je vais profiter de la santé qu'ils n'ont plus, du maximum qu'ils n'ont plus pour pouvoir le faire. Et pour toutes les personnes aussi qui sont malades. J'en ai vu un autre aussi, un grand sportif à Tahiti qui est décédé il y a pas si longtemps que ça. Je me dis mais merde, le gars c'était un monstre, il peut plus faire ce qu'il veut. Bah, pour faire honneur à ça, je vais honorer sa mémoire en continuant le sport. Et je vais pas me dire ok, je vais pas être une grosse larve. Enfin, je vais pas en tout cas me mettre dans mon canapé à bouffer que de la malbouffe, à me relâcher et me dire le sport c'est pas grave quoi. Je ferai une autre fois. Faut le dire crûment, hein, des fois, faut faire comprendre aux gens que voilà, chez nous en plus c'est un gros problème l'obésité. Donc pourquoi attendre d'être obèse et de devoir de plus pouvoir marcher, de plus pouvoir autant se prendre en main maintenant, faire un petit à petit. On a qu'une vie et en plus elle est assez courte, mais quelque part elle est aussi assez longue. Donc autant profiter de cette santé là pour je m'éparpille en tout cas, mais le projet Hajime Lolo, en fait, c'est surtout ça. Ouais. C'est montrer par le sport qu'il faut prendre soin de sa santé, que c'est important pour tout le monde et qu'il faut faire hommage aux personnes qui ne peuvent plus le faire. Voilà. Et donc, venez hein, sur Instagram, sur TikTok, c'est Hajime Lolo, HAIJIME.lolo. Il y a des vidéos, des petits réels de mon expérience, un peu humour, un peu dépassement de soi, persévérance. Voilà, c'est ce que je fais beaucoup. Voilà. Ouais. C'est déjà beaucoup. Voilà. Os, comme je l'ai dit. Os. Du coup, Hajime, c'est par rapport à. Ah oui, pardon. T'avais dit qu'est-ce que ça veut dire, mais par rapport à ton. Oui, le mot Hajime, en fait, si ça vient par rapport à mon parcours d'ancien sportif. Je faisais du karaté. J'ai fait du karaté pendant 15 ans. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, j'ai arrêté vers 20 ans. Ça vient de là le mot Hajime parce qu'à chaque début de combat, il y avait une confrontation avec l'autre personne. Et donc le mot pour commencer le combat, c'était Hajime. Et donc ça m'est venu de là et ça me fait rappeler toute cette époque. Et donc pour moi, ça a du sens. C'est japonais, c'est la rigueur. Ça ressemble un peu, il y a des mots qui ressemblent un peu au tahitien. Donc le kokoro, en tahitien c'est le cœur. En japonais c'est le cœur. Bref, voilà. En tout cas, moi je trouve qu'il y a une similarité et puis j'aime bien l'esprit japonais, la combativité, voilà, la persévérance, tout ça. Donc ça vient de là. C'est toute l'éducation sportive que j'ai pu avoir. Tout au long de mon enfance. Voilà. Ouais, on est pas mal, hein, on est bien. Hein. Ouais, on est plutôt pas mal. Hein. Okay. Ouais, du coup, les amis, c'est la fin de cette interview avec mon ami Hajime Lolo, enfin Loïc, pour les intimes. Et du coup, il entre dans la team Golden Tiki, on lui donne un petit cadeau. Et comme d'habitude, le petit rituel de fin, c'est un petit
Chihou. Et notre ami Loïc va nous donner le meilleur Chihou qu'on connaisse. Yes, on va essayer. Ben, quand tu es prêt, tu balances ton Chihou. Ok. C'est bon. Allez.